Monsieur Libi, en une minute, si vous êtes élu président du Cameroun le 12 octobre 2025, quelles seront vos actions prioritaires dans les 24 premiers mois? Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord les urgences. Accorder une allocation de 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun, je me répète juste, je l'ai dit tout à l'heure, pour les urgences routières, les urgences hospitalières, les urgences scolaires, puis les urgences alimentaires. C'est par là qu'on va commencer, parce que les routes, madame, c'est un problème. Une autre urgence, ça encore c'est un angle mort du débat politique, c'est la question du logement. Nous pensons que dans ce pays, il faut homologuer le logement, c'est-à-dire qu'on catégorise les logements par standing et puis par lieu de situation géographique et qu'on plafonne à 3 mois les avances de loyer, qu'on plafonne à 1 mois les cautions et qu'on permette aussi aux bailleurs, notamment pour les expulsions, qu'on mette en place un régime judiciaire expéditif ne dépassant pas 30 jours, qu'on puisse faire des états de lieux avec des espoirs d'huissier. Vous voyez, je dis, c'est des angles morts, c'est des choses auxquelles on ne s'intéresse pas toujours. Et puis, troisième urgence, madame, ça va vous surprendre, la nourriture. Monsieur Libi. Il faut absolument que dans ce pays, qu'est le Cameroun, avec le potentiel que nous avons, que chaque Camerounais puisse avoir 3 repas équilibrés par jour. Donc, il faut absolument commencer par investir dans la production agricole. Vous parlez d'un état de droit rénové. Or, plus de la moitié des Camerounais déclarent ne pas avoir confiance dans l'indépendance de la justice. Selon un sondage Afrobaromètre de 2022, quel domaine spécifique voulez-vous améliorer dans l'administration de la justice et quelles actions seraient menées dans ce sens? Disons globalement, la justice, il faut la rendre efficace. Et pour la rendre efficace, il faut déjà qu'il y ait, comme la loi l'exige, c'est déjà prévu, il faut juste l'appliquer. Qu'il y ait un tribunal, par exemple, dans chaque commune du Cameroun. Ça, c'est une question de proximité. Il faut la rendre efficiente. Ça veut dire que, vous avez évoqué la question de la confiance, ça veut dire qu'il faut un observatoire de la justice dans ce pays. Il faut même permettre aux citoyens de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour porter à sa connaissance des errements ou des abus auxquels on aurait droit. Il y a des choses qui ont l'air simples, qu'il faut revoir. Par exemple, les gardes à vue, les durées de garde à vue. Et la question de la corruption, j'ai parlé de l'observatoire tout à l'heure, il faut absolument s'y attaquer. Mais pour cela, il faut humaniser aussi la justice, c'est-à-dire donner aux magistrats des conditions de travail idoines. D'abord une rémunération conséquente et puis des conditions de travail idoines. Autre chose qui est très importante, les auxiliaires de justice. Il faut réformer le barreau, par exemple. Puisque nous, on va régionaliser véritablement le Cameroun, il faut des barreaux régionaux. Il faut aussi accorder l'exclusivité, par exemple, de la défense aux avocats. Et puis, les accompagner même du point de vue économique. Parce que lorsqu'ils mettent en place leur cabinet, il faut qu'ils aient les moyens de les viabiliser. Et puis, peut-être le dernier point concernant la justice, c'est l'aspect pénitentiaire. Et on n'en parle pas souvent, c'est un peu un angle mort du débat sur la justice. Il faut absolument que nos prisons deviennent des prisons de production. Parce que nous ne l'oublions jamais, la privation de la liberté participe de la resocialisation du délinquant. Donc, cette resocialisation doit être chevillée aussi dans la production. Il faut que toutes ces personnes qui sont dans les prisons soient utiles à l'économie du Cameroun, mais il faut aussi, ça on ne l'aborde pas toujours, que ceux qui les gardent là-bas, c'est-à-dire les gardiens de prison, eux-mêmes soient épanouis dans leur travail et aient les moyens d'y travailler. Lorsqu'on évoque la question de la surpopulation carcérale, si on prend le cas de Yaoundé qui a été prévu pour 700 détenus et qui s'en retrouve aujourd'hui à plus de 5000 détenus, vous imaginez de 700 à 5000, imaginez qu'il y ait une émeute, on l'a connu il y a quelque temps, beaucoup de gens ne le savent pas, mais parfois les agents pénitentiaires n'ont même pas d'armes de défense non létales. On ne leur demande pas d'avoir des kalachnikovs, mais d'avoir de quoi y faire face. Donc je viens de vous évoquer là de façon globale quels sont les angles par lesquels nous réformerons notre justice, étant entendu que en interne aujourd'hui, du point de vue de l'épanouissement dans le travail de justice, il y a un problème de carrière. Monsieur Et tel Libi. que le Conseil supérieur de la magistrature est organisé, nous proposons de la réformer. C'est pas bon, il y a beaucoup d'injustices dans les carrières des magistrats. Monsieur Cabral Libi, vous militez pour la mise en place du fédéralisme communautaire afin de renforcer le développement, l'autonomie locale et le progrès social, considérant ce modèle comme une solution à la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, cette crise depuis 2023 a déplacé un peu plus de 1,7 million de personnes. Comment le fédéralisme communautaire que vous défendez peut-il concrètement aider à mettre fin à cette crise? Déjà parce que vous évoquez la crise anglophone, c'est l'occasion pour moi de m'incliner devant les mémoires de ceux qui sont tombés sur le fond de cette guerre qu'on aurait pu éviter.
présente une fois de plus mes condoléances aux familles qui avons été endeuillées. Nous proposons le fédéralisme communautaire parce que nous considérons que le Cameroun, à sa naissance, a emporté un vice de fabrication. Tous les pays du monde qui, à leur naissance, ont dû faire face À la diversité, ont quasiment tous choisi le fédéralisme. Parce que le fédéralisme est le seul mode d'organisation de l'État qui donne des clés d'organisation, de vivre ensemble. de plusieurs entités diversifiées sur un espace territorial partagé. Et le fédéralisme, donc, à la base, est une doctrine. Comme la plupart des mots qui se terminent en isme. Peut-être en dehors du banditisme, mais capitalisme, socialisme, communisme et autres. Mais quand on l'applique au sujet de droit qu'est l'État, on l'adapte aux réalités de cet État. Et pour le cas du Cameroun, Nous pensons qu'il faut articuler ce fédéralisme aux communautés. La communauté qui n'est pas l'ethnie. Parce que l'ethnie, par essence, renvoie à la langue qu'on parle. Hein. Si vous dites dans le contexte camerounais que vous êtes Eton, c'est que vous parlez l'Eton. Si vous dites que vous êtes Mboum, c'est que vous parlez le Mboum. en revanche, si vous dites que vous êtes petit, il n'y a pas de langue petit. Si vous dites que vous êtes Paméleke, il n'y a pas de langue Paméleke. Donc, la communauté au Cameroun renvoie à un ensemble D'ethnies dont les langues sont différentes, mais qui sont réunies ou unifiées par l'histoire, par la tradition, par la sociologie, par l'anthropologie. dont la conscience de destin commun n'est pas liée à la langue, qui n'est pas partagée, mais à un certain nombre de traditions, d'us, de coutumes et autres. Et nous pensons donc que c'est à cela qu'il faut articuler le fédéralisme. Et de façon beaucoup plus pratique, cela consiste juste à effacer les dirigeants actuels, qui renvoient à des points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, puis de transformer les départements, il y en a 58 au Cameroun, en régions, cette fois puisque les dirigeants auront disparu, puis d'agglomérer les régions voisines qui sont affinitaires. On peut prendre plusieurs exemples du nord au sud, pour ne garder donc qu'environ 25 régions selon les simulations que nous avons faites. Puis en ce moment donc, appliquer la décentralisation, aboutir ce que nous appelons la décentralisation communautaire, en autonomisant véritablement les régions et en leur permettant de se prendre en charge. C'est pour nous à ce moment-là seulement que le Cameroun rentrera dans la voie de la puissance économique. Parce qu'il sera alors donné l'occasion à chacune des communautés de donner le meilleur d'elles, afin que l'État en lui-même ne soit que le réceptacle de ce que chacune de ces communautés apportera, parce que la spécificité de chacune des communautés aura été développée par l'autonomisation de ces dernières. La crise anglophone s'en trouvera par voie de conséquence résolue définitivement. Parce que dès ce moment-là, on n'aura plus de région anglophone ou francophone, puisque si vous reconstituez par exemple la région Sawa, vous aurez francophone et anglophone, mais la solution elle est ailleurs. Il suffira, et c'est ce que nous ferons une fois que nous serons élus, de décréter que le français et l'anglais sont appris à l'école dès la maternelle concomitamment. En une seule génération, ce pays sera devenu bilingue, en tout cas par ses ressortissants, et ce sera un lointain souvenir le temps où on avait d'un côté les francophones et de l'autre les anglophones. Donc le fédéralisme communautaire est vraiment pour nous la clé qui va inscrire le Cameroun dans le déploiement de sa pleine puissance. Parce que chacune de nos communautés a une spécificité, chacune de nos communautés a un know-how, un savoir-faire, qui ne peut éclore que si véritablement il y a une politique d'autonomisation des différentes énergies. Notre vision, c'est le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Cette proposition-là, en tout cas son modèle, va libérer les énergies de nos communautés pour faire du Cameroun une puissance. N'y a-t-il pas de risque que cette doctrine politique soit mal appropriée par les Camerounais qui y verraient plutôt une sorte de repli identitaire sur eux-mêmes? D'abord, nous ne sommes pas le premier pays à appliquer le fédéralisme communautaire. Je ne vois pas en quoi cela a implosé la Belgique, je ne vois pas en quoi cela a implosé la Suisse, je ne vois pas en quoi cela a implosé l'Espagne, je ne vois pas en quoi cela a implosé l'Afrique du Sud. Non, absolument pas. C'est plutôt maintenant, avant même que le fédéralisme communautaire ne soit appliqué, qu'il y a le repli. Lorsque on a des affrontements entre Arab Choua et Kotoko dans le logo Nechari, est-ce que c'est le fédéralisme communautaire? Lorsqu'on a des villages entiers qui sont décimés pendant des semaines dans des affrontements entre les Baya et les Peuls, dans le Mbéré, ça c'est dans la Damawa, est-ce que c'est le fédéralisme communautaire? Non. Tout ça c'est des avatars d'une colonisation qui a érigé les murs entre les gens parce qu'il n'y a pas de politique d'intégration nationale. Pourtant, notre proposition, en tout cas notre offre politique, le fédéralisme, c'est même une idéologie, c'est notre idéologie. Nous avons publié un ouvrage en 2021, un ouvrage idéologique où nous présentons le fédéralisme communautaire avant l'ouvrage de 2024 qui est intitulé « Ce que j'ai fait, le manifeste de la rupture et du progrès ». Donc, c'est justement notre offre politique qui apporte, qui va enfin appliquer l'intégration nationale. C'est quoi l'intégration nationale? Pour faire simple, c'est lorsque chacun d'entre nous porte une part de l'autre. Parce qu'on s'intègre. Pour l'heure au Cameroun, on ne s'intègre. On est juste cohabitant. Et cela se voit tous les jours dans les alternatives de rejet
dans les stigmatisations péjorées, ce que j'appelle l'acténime de rejet. Les uns appellent les autres les Belobolobo, les Dadamayo, les Bosniaks, tout ce que vous voulez. Les stigmatisations péjorées, c'est que les Bassas sont connus pour être des sorciers et des lanceurs de mauvais sorts. Les Bamileke sont connus comme calculateurs, arracheurs de terrain. Les Sawa comme des paresseux, les Bétis comme des soulards, les Étos comme des mangeurs de savon, les Bamoun comme des gens à deux têtes hypocrites. Autant de choses qui sédimentent la division en réalité, qui partitionnent notre société. Bon, maintenant, les politiques qui encouragent tout cela, on n'a qu'à la bouche le mot intégration nationale, mais en fait, il n'y a rien du tout. Et c'est l'une d'ailleurs des raisons pour lesquelles une élection comme celle qui s'annonce, l'élection présidentielle, de façon rampante, derrière cette élection, il y a l'enjeu du frère à la présidence de la République. Ben, comme je le dis souvent, dans des pays comme les États-Unis, on peut voir un homme et son épouse devenir président, un père et son fils devenir président, sans que cela ne choque personne. Parce qu'à la vérité, aux États-Unis, pays de fédéralisme comme les États-Unis, les gens sont dans leurs États et se prennent en charge au sein de leurs États. Dans le contexte camerounais, si vous voyez que les communautés s'organisent pour que les leurs arrivent au pouvoir, c'est parce que les gens croient que c'est lorsque un des nôtres sera au pouvoir que nous aussi nous serons bien. Mais en fait, non. En autonomisant les régions, les communautés se prendront en charge. C'est toujours un ressortissant d'une communauté qui sera président de région. Et lorsqu'on aura donné à chaque communauté dans sa région de se prendre en charge, de se développer, mais les gens, c'est pas qu'ils s'en foutront, mais à la vérité, ils seront moins portés à lorgner le fauteuil présidentiel national que les responsabilités politiques qui s'offriront à elles ou à ces populations, à ces communautés, dans les conseils régionaux et au sein des conseils municipaux des communes. Donc il n'y a absolument aucun risque de quoi que ce soit, bien au contraire. C'est le fédéralisme qui porte la promesse d'un État unitaire, véritablement, d'un État intégré et d'un État pacifique. Jusqu'ici, nous parlons de cette idéologie en termes d'impact social, en termes d'impact politique. Sur le long terme, que peut-on attendre du fédéralisme communautaire sur le plan économique, notamment en matière de création d'emplois? Il n'y a que l'impact économique à la vérité. Le véritable impact, il est justement d'ordre économique. Allons-y schématiquement. Chacune de nos communautés, je le disais tout à l'heure dans la présentation, a un savoir-faire, a une spécificité. En donnant les moyens à chaque commune, comme la promesse que nous avons faite. Là, c'est même, on parle de la commune, nous avons promis qu'une fois que nous arrivons au pouvoir, nous donnons pour régler les urgences à chacune de nos communes 2 milliards de francs CFA. 2 milliards pour régler les urgences routières, les urgences hospitalières, les urgences scolaires, numériques, puis les urgences alimentaires, donc agricoles, c'est le mieux. Mais si vous donnez la possibilité à chaque région communautaire autonome, comme nous les appelons, les RCA, chacune d'elles va donc créer de l'emploi à partir de sa spécificité. Imaginez les emplois que l'on peut créer au sein d'une région agricole. Simplement en finançant l'agriculture. Le Cameroun, c'est en tout 7,2 millions d'hectares de terres arables. Nous avons pour objectif pendant 5 ans de mettre en exploitation 600 000 hectares chacun. Mais ça ne sera fait que par les communautés elles-mêmes. Donc, en mettant cet investissement au sein des communautés qui vont utiliser l'argent pour le multiplicateur industriel indexé sur leur propre spécificité, mais vous n'avez pas idée de ce que ça crée comme des emplois. C'est pour ça que nous pouvons nous permettre d'annoncer que nous sommes en mesure en 5 ans de générer 3 millions d'emplois au Cameroun. Si on prend l'affaire sous l'aspect pharmaceutique, par exemple, je prends cet exemple parce que nous venons pas de sortir, mais nous avons connu le Covid. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un potentiel pharmaceutique incroyable au Cameroun parce que chacune de nos communautés, en fait, avait sa recette contre le Covid. Mais si on construit une industrie pharmaceutique autour de cela, vous n'avez pas idée des emplois que cela va générer. Donc, à la vérité, derrière chaque spécificité régionale communautaire au Cameroun se logent des millions d'emplois qui ne demandent en fait qu'à être activés en faisant confiance aux communautés et en leur donnant les moyens de le donner. M. Cabral-Libby, parlons de toute autre chose à présent. Parlons de mix énergétique au Cameroun. Selon la Banque mondiale, le taux d'électricité est d'environ 72% au niveau national, mais tombe sous les 30% dans les zones rurales. Il faut parler de promouvoir les énergies renouvelables. De façon concrète, qu'est-ce que votre projet amène en termes de mégawatts additionnels ou de pourcentage de couverture électrique à atteindre d'ici 2030? Alors la question énergétique, elle est centrale dans notre offre politique. Parce que, je vous le disais dans notre échange préalable, que nous misons sur ce que nous appelons le multiplicateur industriel. Nous partons de ce que si nous ne transformons pas nos matières premières, mais jamais nous ne sortirons de la pauvreté. Et le Cameroun a un potentiel incroyable en la matière. Donc, notre postulat, c'est que aucune de nos ressources naturelles ne sera désormais exportée du Cameroun sans qu'elle n'ait connu une première, une deuxième, voire une troisième transformation. Je pense par exemple au bois, que nous ne devrions plus depuis déjà la loi forestière de 1994 et diffusée récemment, que nous devions plus exploiter en brume. Le potentiel énergétique du Cameroun est de 23 000 MW. Ça, c'est hydroélectrique.
potentiel hydroélectrique, 23 000 MW. C'est le deuxième d'Afrique. Après la RDC, c'est le 18e mondial. Ça veut dire que le Cameroun a un potentiel énorme. Et à côté de l'hydroélectrique, vous avez le soleil, qui est très important, notamment dans la partie septentrionale du pays. On a même des enclaves d'énergie éolienne, notamment dans le sud-ouest et à l'ouest du Cameroun. Mais il y a deux secteurs qui sont importants, l'hydroélectrique et le solaire, sur lesquels il faut investir, en sachant quand même que la production du mégawatt en hydroélectrique est la moins chère, à la vérité. Ça tourne autour d'un milliard de francs CFA, alors que la production du mégawatt solaire, bien que ça donne l'impression parfois d'être plus accessible, coûte un peu plus cher. C'est autour de 1,2 milliard de francs CFA. Donc il faut investir massivement pour rattraper le retard en la matière. Le besoin énergétique pour relancer notre économie, en tout cas notre industrie telle que nous la prévoyons, c'est au moins 5 000 MW. Le déficit actuellement est autour de 3 000 MW parce que le Cameroun, malgré tout ce qui est fait, ça tourne autour de 2 000 MW, 2,5 MW. Donc il faut immédiatement rattraper ce retard et nous pensons que nous allons le rattraper déjà en fond plan parce que nous avons expliqué à maintes reprises comment nous allons faire passer le budget du Cameroun de moins de 8 000 milliards actuellement à plus de 15 000 milliards en 2 ans seulement en mettant en place un outil informatique que nous appelons le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et des transactions économiques. Et bien évidemment, en mettant un terme aussi, en éradiquant la corruption. Donc, en investissant dans ce secteur déjà en fonds propres, c'est une priorité, c'est même la priorité des priorités. Ben, nous allons relancer notre industrie. Et puis de l'autre côté, on peut le faire aussi avec des partenariats. Avec des partenariats, notamment de pays asiatiques qui sont très avancés sur la question. On voit bien le barrage énorme qui vient d'être construit sur le Nil bleu par l'Éthiopie, avec l'accompagnement de la République de Chine. On peut très bien s'inscrire dans le même registre. Donc, et puis le gaz, ça vient, on vient à peine de commencer à exploiter le gaz. Nous sommes rentrés, je crois, dans le top 20 ou le top 25 des pays producteurs de gaz. Nos gisements ne sont même pas suffisamment explorés, mais il y a un potentiel qui est réel, qui est énorme, sur lequel nous avons également investi. Évidemment, nous sommes de l'Algérie ou de l'Égypte, qui sont les leaders en matière gazière. Donc, on a déjà un potentiel qui existe et c'est là-dessus que nous avons travaillé. Bon, vous avez évoqué la question écologique. Chaque fois qu'on évoque la production de l'énergie, on évoque aussi la question écologique, notamment la biomasse. Comme on dit, il y a des pays, notamment les pays scandinaves, qui sont très avancés sur les technologies de production de biomasse dont nous allons nous inspirer, étant entendu que le volume d'énergie que nous voulons avoir pour lancer notre énergie va nécessiter des investissements énormes. Il faut quand même préciser que la production du mégawatt par notamment la biomasse nécessite des investissements beaucoup plus sophistiqués et parfois beaucoup plus chers que ceux nécessitant par exemple la production de l'énergie hydroélectrique. Lorsqu'on parle d'industrialisation, on parle de matières premières, on parle de transparence. Vous êtes un fervent défenseur de la gouvernance éthique et vous vous engagez activement contre la corruption et les injustices économiques. Vous avez notamment promis de récupérer plus de 11 milliards de francs CFA dus par la société Glencore au Cameroun suite à des fraudes fiscales et des surfacturations. Comment vous y prendriez-vous pour parvenir à cet objectif général et comment est-ce que votre programme s'inscrit dans la lutte contre la corruption? Alors, ceux qui s'intéressent, ça peut se trouver sur Amazon aussi, notre offre politique intitulée Le Manifeste de la rupture et du progrès. Nous commençons par l'éradication de la corruption. Et si on n'a pas mis fin à la corruption dans ce pays, on ne peut rien faire. Évidemment, ça passe par la mise en place de la commission de déclaration des biens, ça passe par la répression, mais surtout et surtout, ça passe par l'amélioration du service public. Parce que c'est une question un peu philosophique, mais il faut savoir que lorsque l'État a échoué à protéger les citoyens, ceux-ci se mettent spontanément et instinctivement en mode autoprotection. Et parfois, c'est en puisant dans les caisses de l'État et en grévant sur la fortune publique que les uns et les autres se mettent à l'abri. Alors que si l'État joue son rôle, non seulement les gens peuvent être théoriquement moins portés à puiser dans la fortune publique, mais la répression qu'on applique éventuellement sur ceux qui s'y aventurent est beaucoup plus légitime. Mais comme je vous le disais tantôt, la meilleure façon de sécuriser la ressource publique, c'est la digitalisation. C'est véritablement par là qu'il faut passer. Et le fameux instrument, l'instrument dont je vous ai parlé, qui est le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité et des transactions économiques, nous permettra d'avoir une claire lisibilité des activités économiques au Cameroun. Il y a eu autre chose, je le dis comme ça, en passant, puisqu'on évoque la corruption et les besoins d'investissement et la transparence, je finirai par l'affaire Glencore. Il faut savoir que lorsque on nous dit que le PIB du Cameroun est de 25 000 milliards. Il faut tout de suite dire que c'est faux. Parce qu'en fait, les 25 000 milliards, pour arriver à ce chiffre, notamment les institutions de Bretton Woods, il est articulé sur le secteur formel de l'économie. Il faut rappeler que l'économie camerounaise n'est formelle qu'à hauteur de 10%.
Ça veut dire qu'il y a 80% ou voire 90% des activités économiques et de ce qu'elles génèrent qui échappent complètement aux comptes nationaux. Alors que l'instrument que nous allons mettre en place de chez ZIFT permettra donc de rattraper cela, donc de faire passer le PIB du Cameroun carrément du simple au triple en un an ou deux. Mais pour revenir à l'argent et comment le retrouver, vous avez bien fait d'évoquer la question de l'argent à recouvrer. Le Cameroun s'est approprié la réglementation CEMAC sur la transparence. Il y a une loi sur la transparence au Cameroun qui oblige par exemple l'État du Cameroun à rendre public tous les contrats miniers, tous les contrats sur les ressources minérales, ce qu'ils ne font jamais. C'est ce qui fait que par exemple les contrats avec Glencore ont permis de dissimuler la spoliation de notre pétrole pendant plus de 10 ans, notamment de 2006 à 2016. Et Glencore a déjà été condamné par l'administration douanière seulement, par l'administration fiscale. Seulement l'administration douanière a payé à l'État du Cameroun, au titre du principal de ce qu'ils nous ont volé, 711 milliards et au titre d'amende, 10 000 milliards. Cet argent est déjà recouvrable parce qu'après l'établissement du PV contentieux, Glencore avait 8 jours pour faire appel, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc cet argent maintenant, grâce à la Convention des Nations Unies sur la corruption, la fameuse Convention de Mérida, l'État du Cameroun aujourd'hui peut saisir les comptes de Glencore n'importe où sur la planète. Cela n'est pas fait jusqu'ici parce que les fonctionnaires qui sont chargés de le faire sont eux-mêmes allés se faire soudoyer et ne le font pas. Ça, c'est une des choses par lesquelles nous commencerons parce que justement, nous avons chiffré notre programme économique à 20 000 milliards. Oui, nous misons sur les fonds propres et nous venons de vous dire quels sont les instruments que nous allons mettre en place pour cela. Mais il y a cet argent qui nous est dû. Et qu'en priorité, nous allons le couvrir. Monsieur Olivier, parlons de toute autre chose à présent. Une question centrale dans votre programme, c'est de l'éducation. Selon l'UNICEF, 14% des enfants âgés de 5 à 11 ans au Cameroun ne sont pas scolarisés avec des taux particulièrement élevés dans les régions du septentrion, atteignant parfois les 30%. Alors que vous mettez l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes, considérant ces secteurs comme essentiels au développement du Cameroun, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour réduire ce pourcentage de non-scolarisation au Cameroun? Non, mais il faut complètement réformer le système éducatif. Dans les grands traits. Première chose, l'éducation au Cameroun, dès que nous sommes élus le 12 octobre 2025, devient obligatoire, je dis bien obligatoire, jusqu'à l'âge de 11 ans. Gratuit et obligatoire. Deuxième chose, nous allons réformer le cursus scolaire. Donc, à 11 ans, l'élève aura 3 options. L'apprentissage, apprendre directement un métier jusqu'à ses 17 ans. La voie de la formation technique et la voie de la formation générale. Dans ce système éducatif, il faut revoir également aujourd'hui la carte scolaire. Enfin, il y a une anarchie incroyable en la matière. Mais ça se fera avec les régions communautaires beaucoup plus facilement parce qu'en lien avec la démographie, avec les spécificités régionales, on aura une meilleure cartographie scolaire. Il faut revoir le temps scolaire. On passe beaucoup de temps à l'école à faire la théorie. Il faudrait l'aérer avec l'apprentissage des arts. Il faut revoir même le calendrier scolaire. Ça, c'est un autre problème au Cameroun. Le calendrier scolaire est chevillé sur l'Occident, en quelque sorte. Mais on n'est pas obligé. Parce que si on veut derrière, par exemple, développer une industrie touristique, nos temps de sécheresse doivent être aussi des moments de développement de cette industrie touristique, donc des moments de vacances. On n'est pas obligé d'aller en vacances au même moment en Occident parce qu'ils vont en été, alors que nous, on entre dans la saison pluvieuse. Et dans ce temps scolaire, il faut réfléchir à le concevoir en tenant compte des réalités des régions. On ne peut pas aller à l'école au même moment dans la partie septentrionale du Cameroun que dans la partie méridionale. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé à Garoua, quand il fait extrêmement chaud. La seule question que vous vous posez, c'est comment ils font pour aller à l'école. D'ailleurs, nous avons dit dans notre programme que nous ne comprenons pas qu'il y ait la même tarification, par exemple, de l'électricité dans la partie septentrionale au moment où il fait si chaud. Ça, ce n'est qu'une digression. Au moment où il fait si chaud, parce que dans tous les pays du monde, quand il y a des pics thermiques, on module la tarification de l'énergie selon qu'il fasse froid, selon qu'il fait chaud. Mais pour revenir à l'éducation, il y a la question de l'enseignant. Le statut de l'enseignant camerounais. Il faut que l'enseignant, une fois qu'il sort de l'école, soit pris en charge, soit pris en solde. Il faut qu'il ait un véritable plan de carrière, ce qu'on appelle le profil de carrière, parce que le document de profil d'adéquation qu'avait laissé le ministre de l'Éducation, Joseph Aouna, à l'époque, n'est malheureusement pas appliqué. Et le profil de carrière est un instrument de lutte contre la corruption, on l'oublie souvent. Lorsque un agent public sait qu'au bout de 10 ans, je serai ceci, au bout de 5 ans, je serai cela, il ne s'empresse pas de voler dans les caisses publiques pour préparer la retraite. Il sait que sa carrière il prépare. Et puis au Cameroun, il y a la question du livre, qui est fondamentale, nonobstant le fait que le Cameroun ait ratifié la Convention de Florence. Le livre est toujours au Cameroun quelque chose que l'on fabrique à l'étranger, ce qui n'est pas normal, alors qu'il faut que, en lien avec l'industrialisation, que l'édition locale puisse se développer. Donc, en somme, nous allons décoloniser le système éducatif camerounais, qui est malheureusement encore, nonobstant toutes les petites évolutions, et même la loi d'orientation de 2018, qui est toujours 1998, la loi d'orientation de l'éducation, après les États généraux de 96,
notre système éducatif est malheureusement toujours un système éducatif qui produit de la ressource humaine pour l'administration. C'est pour ça que malheureusement, maintenant encore en 2025, il y a des gens qui se réjouissent de ce que l'enfant ou l'élève ou le jeune dans la famille a une licence en ceci, une licence en cela, alors qu'il n'a aucune capacité, en tout cas une maîtrise de quoi que ce soit. Donc il faut complètement revoir notre système éducatif pour produire nos ressources humaines qui puissent apporter des solutions aux attentes qui sont les nôtres, notamment les attentes d'industrialisation et de transformation de notre environnement.